Bonjour tout le monde, je suis Dr Issa, je suis professeur assistant au sein du département d'anesthésie réanimation de Casablanca et je suis honorée de faire cette présentation après la demande de professeur Bosferha sur la biothérapie de la Covid-19. Et je commence par présenter les mécanismes physiopathologiques qui ont poussé les scientifiques à considérer la biothérapie dans le cadre de cette maladie infectieuse virale liée au virus SARS-CoV-2. Et là, on va regarder qu'après que la cellule est infectée par le SARS-CoV-2, quand le virus est internalisé après liaison avec les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, donc cette et subit un mécanisme de pyroptose, qui est une mort cellulaire hyperinflammatoire. Et cette mort cellulaire hyperinflammatoire aura comme conséquence la libération de cytokines pro-inflammatoires, certes, mais aussi de produits de dégradation virale et de produits de dégradation cellulaire. Donc, ces cytokines, ces produits de dégradation virale et cellulaire vont principalement activer en premier lieu, les macrophages alvéolaires. Ces derniers vont synthétiser d'autres cytokines qui sont principalement l'interleukine 6 et qui vont attirer par chimiotactisme les cellules de la circulation sanguine, principalement les macrophages, les monocytes et les cellules T. Donc ça peut évoluer en deux phases qui sont complètement différentes. Donc la première, ce sont les macrophages alvéolaires et les macrophages qui ont été recrutés de la circulation sanguine qui arrivent à phagocyter la cellule infectée. Il y a aussi une activation des cellules T cytotoxiques qui va participer à la lyse des cellules infectées et donc qui va stopper la réplication virale et donc qui va baisser la charge virale. Et il y a aussi les macrophages qui vont arriver à phagocyter les complexes antigènes-anticorps formés par les virus et les anticorps neutralisants qui ont été synthétisés après activation de l'immunité adaptative. Ça, c'est ce qu'on remarque dans les formes légères ou bien les formes légères à modérées. Par contre, il y a une autre pathologie, il y a une autre forme de la maladie qui sont les formes sévères et les formes critiques qui sont caractérisées par une dérégulation du système immunitaire. Et comme ce qu'on voit sur la diapo, c'est que les cellules immunitaires, notamment les macrophages, les cellules T et les monocytes, n'arrivent pas à maîtriser l'inflammation, ils n'arrivent pas à maîtriser l'infection, que la réplication virale va continuer à avoir lieu pour infecter et se propager tout au long de l'arbre respiratoire et que ces cytokines inflammatoires vont être déversées dans la circulation sanguine après mécanisme d'hyperperméabilité et vont participer à la synthèse d'un orage cytokinique qui est caractéristique des formes sévères et critiques de la COVID-19 et dans les principales caractéristiques sont la défaillance multiviscérale et les terrains d'hypercoagulabilité. Et là, quand on a comparé les formes modérées des formes sévères, encore une fois, on va remarquer que c'est la charge virale qui est très, très importante dans les formes sévères en comparaison par les formes modérées, que la réponse des interférents type 1 est plus importante dans les formes modérées et elle est plutôt défaillante dans les formes sévères, que les lymphocytes, après une phase de lymphopénie initiale, remontent et donc on a une restauration du pool des lymphocytes dans les formes modérées. Par contre, dans les formes sévères, on a une lymphopénie persistance qui témoigne d'une immunoparalysie et d'une destruction du pool des lymphocytes. Ce qui caractérise encore une fois les formes sévères en comparaison par les formes modérées, c'est cette déversion de cytokines dans la circulation sanguine, c'est cet orage cytokinique et on va regarder que le pic des cytokines, il augmente pour atteindre un plateau et qui va témoigner de la sévérité de l'évolution de la maladie. Et c'est dans ce sens qu'on s'était dit quelles sont ces cytokines et quelles sont ces molécules incriminées dans les formes sévères et dans les formes critiques de la COVID-19. Et sur ce schéma, on va voir que, encore une fois, on va parler de cette pyroptose, de cette mort cellulaire hyperinflammatoire qui va entraîner un chimiotactisme des cellules immunitaires qui sont principalement les macrophages. Donc, les macrophages qui vont être en contact avec les particules virales vont subir une activation des toll-like récepteurs et via la voie des NF-κB vont synthétiser des cytokines pro-inflammatoires, notamment l'interleukine 1, le TNF-alpha et l'interleukine 6. Il y aura d'autres cellules qui vont être mises en jeu, notamment les cellules dendritiques et les monocytes macrophages et ces derniers
pendant la phase aiguë de la maladie vont plutôt stimuler l'expression de gènes des interférents et vont participer à la synthèse de ces interférents type 1 qui ont un rôle plutôt protecteur, qui ont un rôle de limiter la charge virale, de limiter la réplication virale et qui ont également un rôle immunorégulateur et immunomodulateur. Pour ce qui est des formes hyperinflammatoires et après activation des monocytes macrophages, donc ces cytokines, principalement encore une fois l'interleukine 1, le TNF-alpha et l'interleukine 6, vont participer à la synthèse d'un orage cytokinique et qui va encore une fois aggraver la dérégulation immunitaire en diminuant le taux et en détruisant et en activant la mort des lymphocytes T. Donc, du coup, quelles sont nos pistes thérapeutiques et quel est l'intérêt de la biothérapie dans le cadre de la COVID-19? Et sur ce schéma, on va voir les principales thérapeutiques qu'on va discuter sur cette présentation. Et comme on avait parlé du rôle des interférents, on va voir que les interférents, si on a à les utiliser et quand ils sont indiqués, c'est vraiment au cours de la phase aiguë de la maladie, c'est au cours de la phase de réplication virale où ils ont un rôle majeur à diminuer la charge virale et à immunomoduler le système immunitaire. Vient par la suite, et on en a parlé, le rôle de l'interleukine 1 qui fait partie des premières interleukines sécrétées dans le cadre de la COVID-19 et ça serait intéressant de bloquer les récepteurs de l'interleukine 1. Une autre interleukine principe, c'est l'interleukine 6 et on va discuter par la suite les rôles et l'intérêt de connaître le rôle de cette interleukine et de connaître l'intérêt de bloquer les récepteurs de l'interleukine 6 pour diminuer cet orage cytokinique caractéristique des formes sévères de la COVID-19. On va aussi discuter des thérapies anti-TNF-alpha et au-delà des cytokines et au-delà des récepteurs, on peut aussi agir au moment de la transduction du signal pour l'expression de gènes de cytokines pro-inflammatoires. Et là, on va parler des inhibiteurs de la Janus kinase. Et donc, parlant un peu des interférents type 1, on sait qu'il a un rôle important dans l'inhibition de la réplication virale, qu'on a remarqué que sur les formes graves ou bien les formes sévères de la COVID-19, il y a une réponse qui est retardée ou insuffisante de la sécrétion des interférents type 1 et que les patients, et sur cette étude-là, on l'a bien prouvé, les patients qui avaient des auto-anticorps anti-interférents A développaient des formes sévères de la COVID-19. Et dans ce sens, il y a des essais cliniques qui sont en cours et qui vont étudier l'intérêt et l'importance de l'administration des interférents à la phase aiguë de la maladie pour lutter contre les formes graves et les formes sévères de la COVID-19. Et là, je vous présente les différents essais cliniques qui vont mettre en jeu la nébulisation d'interférents type 1 et aussi l'administration sous-cutanée des interférents type 1. Puis, par la suite, on a bien parlé de l'interleukine 1. Et là, sur cette étude, c'est qu'on appelle l'étude ANA-COVID. Et on a essayé d'étudier le rôle d'antagoniser les récepteurs de l'interleukine 1 en utilisant l'anakinra. Et là, on a comparé 52 patients qui ont reçu l'anakinra versus 44 patients qui ont reçu un traitement symptomatique. Et on a remarqué que l'anakinra avait réduit le recours et la nécessité de recours à la ventilation mécanique. Et elle avait également réduit la mortalité. Et cette étude-là a motivé la synthèse, a motivé l'élaboration d'essais cliniques qui vont recruter une cohorte beaucoup plus importante pour voir le rôle de l'anakinra dans la diminution du recours à la ventilation mécanique et dans la réduction de la mortalité des patients atteints de la COVID-19. Par la suite, on a bien parlé du TNF-alpha et des thérapies anti-TNF-alpha. Et bien, ce qu'on a remarqué, c'est que dans la forme sévère de la COVID-19, les taux de TNF-alpha sont très élevés et que le fait d'utiliser des thérapies anti-TNF-alpha va permettre de réduire les taux circulants des autres cytokines pro-inflammatoires, notamment l'interleukine 1 et l'interleukine 6. Et ça va aussi permettre de diminuer le chimiotactisme vers les tissus inflammés et donc, ça va permettre de diminuer le pourcentage de tissus pulmonaires lésés
et diminuer la sévérité des SDRA secondaires à la COVID-19. Et sur cette idée, donc, il y a eu une série de cas évaluant le rôle de l'infliximab, qui est une thérapie anti-TNF-alpha, dans la réduction de l'orage cytokinique chez les patients atteints de la COVID-19. Et comme ces résultats étaient plutôt positifs, on a annoncé l'organisation du premier essai clinique qui va étudier le rôle de l'adalimumab, qui est une thérapie anti-TNF-alpha, dans la réduction des formes sévères de la COVID-19. Pour ce qui est de la voie des Janus kinases, on en a parlé, la voie des Janus kinases qui va permettre la transduction et l'expression de gènes d'autres cytokines pro-inflammatoires. On a étudié le rôle du ruxolitinib et les essais cliniques qui sont en cours portent le nom de Ruxocovid et Ruxocovid-Devent. On a tout de même remarqué quelques réactions cutanées et quelques réactions purpuriques relatives à l'utilisation de produits et les résultats ne sont pas encore concluants quant à l'inhibition de la voie des Janus kinases via cette molécule. Une deuxième molécule à l'essai qui est le baricitinib, encore une fois qui inhibe les JAK1 et les JAK2. Et le souci avec le baricitinib, c'est que on a remarqué la survenue d'événements thromboemboliques et ça serait pas prudent de l'utiliser dans le cadre de la COVID-19, qui est une maladie caractérisée par son hypercoagulabilité et par l'incidence de taux d'embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde et de thrombose artérielle. Aussi, d'autres craintes ont été soulevées quant à l'utilisation du baricitinib et qui sont relatives à l'inhibition des interférents type 1 qui jouent un rôle important dans l'immunité antivirale et quant à l'inhibition de l'interleukine 7 qui joue un rôle très important dans la restauration du pôle des lymphocytes. Alors, et maintenant, on va parler de l'interleukine 6, qui est l'interleukine princeps, qui est l'interleukine phare dans la physiopathologie de la COVID-19, dans la physiopathologie des formes graves à orage cytokinique de la COVID-19. Et on va voir que cette interleukine a deux principaux récepteurs, un récepteur membranaire et un récepteur soluble, qu'elle va agir sur les cellules T, les lymphocytes T, les lymphocytes B et les neutrophiles, et qu'elle a comme rôle la prolifération des lymphocytes B, leur différenciation et la production d'anticorps, et aussi l'activation des lymphocytes T cytotoxiques. Et puis, sur ce schéma, on a étudié comment l'interleukine 6 agit sur ces différents récepteurs. Et sur cette case-là, donc l'interleukine 6 va se fixer sur son récepteur, encore une fois, membranaire sur ce schéma. C'est l'IL6R, c'est son récepteur membranaire et c'est la voie classique de signalisation. Et on pense que c'est une voie plutôt pro-inflammatoire. Sur la deuxième case, on va voir que l'interleukine 6 va se fixer sur un récepteur soluble. Et c'est ce récepteur soluble qui va activer la transduction du signal en se fixant sur la membrane cellulaire et en se liant à la protéine GP130 qui est une protéine ubiquitaire. Et on pense que cette voie-ci, c'est une voie de transsignalisation et une voie qui est la plus incriminée dans la COVID-19 et c'est une voie pro-inflammatoire. Alors, et par la suite, on s'était dit quelles sont les thérapies qui pourraient bloquer l'action de l'interleukine 6 sur son récepteur ou bien qui pourraient antagoniser les récepteurs de l'interleukine 6. On a pensé principalement au tocilizumab. Le tocilizumab a la particularité et la capacité de bloquer les récepteurs solubles et les récepteurs membranaires et donc bloquer plutôt les deux voies, c'est-à-dire la voie de transsignalisation pro-inflammatoire et la voie classique de signalisation qui est une voie plutôt anti-inflammatoire. Et avant de passer à l'évaluation de cette molécule sur laquelle il y a eu une littérature abondante, il y a des scientifiques qui posent plutôt la question de vouloir ou bien de plutôt cibler que le récepteur soluble, cibler que cette voie de transsignalisation pro-inflammatoire à travers des anticorps dirigés contre les récepteurs solubles de l'interleukine 6. Concernant le tocilizumab, donc la littérature est abondante et je vais vous présenter principalement les principaux essais cliniques qui ont eu lieu là-dessus. Le premier, c'est l'essai clinique Tocivid. Donc, c'est un essai clinique qui a porté sur 980 patients et c'était en monoarme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de groupe contrôle. Donc, il n'y avait pas le tocilizumab versus placebo. On a étudié la mortalité à J30 et on a remarqué que cette mortalité est réduite par rapport au taux de létalité qu'on connaît chez les patients avant l'utilisation du tocilizumab. Donc, ça réduisait la mortalité à J30. Cependant, on pense qu'il avait une action plutôt limitée, que son efficacité était moindre chez les patients nécessitant une ventilation mécanique.
Donc, un autre essai clinique qui est sorti dernièrement sur le NEJM, portant sur 243 patients, qui a prouvé plutôt le contraire, que comme quoi le tocilizumab n'était pas efficace pour prévenir le recours à la ventilation mécanique et n'était pas efficace pour réduire la mortalité. Un troisième clinique, c'est le suivant, dans les résultats viennent de paraître le mois dernier, c'est l'essai clinique corps immunotossi 1 et qui a, lui, permis de prouver une réduction de recours à la ventilation mécanique et une réduction de la mortalité à J14 de la maladie. Par la suite, je partagerai avec vous notre expérience du CHE avec le tocilizumab. On utilise le protocole suivant. Donc, on utilise 400 mg en single dose, c'est-à-dire on ne donne pas de dose rappel à H12 et pas de dose rappel à H24. Nos patients, c'est des formes modérées, sévères et critiques. C'est des patients hypoxiques avec recours à une oxygénothérapie au-delà de 6 litres minutes pour une saturation entre 92 et 95. C'est les patients les plus inflammatoires avec une CRP au-delà de 100, un fibrinogène au-delà de 6 et un taux d'interleukine au-delà de 22. C'est au-delà du 7e jour d'évolution, c'est-à-dire là où il y a la phase d'orage cytokinique et qui est caractéristique entre le 9e et le 12e jour. Et on a utilisé ça chez des patients en absence de stigmate de surinfection bactérienne et en absence de cytolyse hépatique. Et là, je vais vous... S'il vous plaît, professeur Aïssaoui, vous pouvez conclure parce que... Oui, il me reste 2 diapos. Alors, et sur les 3 diapos qui vont illustrer cette expérience du CHE Ibn Rushd c'est les 3 scanners suivants. C'est des atteintes au-delà de 72%. C'est des patients qui sont sortis à J20, J16 et à J30 de leur maladie. Et je passe à ma conclusion. Donc, la physiopathologie de la COVID-19 a été mieux élucidée. Donc, la biothérapie, dans ce sens, s'avère très prometteuse. Cependant, il reste à définir quelle molécule utiliser, à quel stade de la maladie, quel patient et quelle forme et quel protocole thérapeutique adopter. Et merci de votre attention.